on se retrouve pour le deuxième épisode des Explorateurs. Nous, c'est Stéphane et Thomas, deux coachs passionnés par le développement personnel et l'humain, et notre intention avec ce podcast, c'est de vous apporter nos connaissances, des partages d'expériences et aussi des interviews de personnalités inspirantes sur différents domaines. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, un sujet vaste et passionnant, et je vous souhaite une très belle écoute sur Spotify et un bon visionnage sur YouTube. Salut Thomas. Salut Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast Les Explorateurs, sur un sujet que tu connais bien, qui est l'anxiété. Oui, totalement. Après le perfectionnisme qui était plutôt ta partie d'expertise, on va passer sur le deuxième sujet qui est l'anxiété. Pour ce faire, on a repris le même modèle que le premier épisode. Donc, il va se dérouler de la façon suivante, la définition de l'anxiété, qu'est-ce qu'on met derrière, l'aspect positif et l'aspect négatif que peut procurer l'anxiété. Et après, on va vraiment partager plutôt notre vécu, à la fois nos expériences perso et notre regard de coach. Et à la fin, on vous partagera une ressource ou une idée, voilà, qui nous viendra pour pouvoir vous aider si vous êtes sujet à des épisodes d'anxiété ou de stress. Je te remercie pour cette intro parfaite. Et on va commencer avec la première question. Toi, comment tu définis l'anxiété? Alors l'anxiété, c'est vrai que je faisais tout à l'heure le lien avec le stress. C'est très lié avec une dimension qui va être plus d'ordre futur. Donc il y a vraiment une projection sur des choses futures qui peuvent se passer, souvent avec un certain enjeu et avec un degré un peu et si, mais et si ça fonctionnait pas. C'est souvent dans un aspect plus négatif. Et la différence du stress, qui est souvent lié avec un déclencheur qui peut être externe et interne, donc externe, une situation extérieure et interne, quelque chose qu'on peut ressentir. L'anxiété peut se déconnecter de tout ça et arriver avec une pensée et beaucoup sur des déclenchements internes. Des fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait une situation extérieure qui arrive. Ça peut être une pensée, une sensation corporelle, une émotion. Voilà. Donc, c'est vrai que ça différencie un peu, je trouve, le stress de l'anxiété. Après, effectivement, ça reste de l'ordre d'une émotion ou d'un état anxieux. C'est vrai qu'on entend beaucoup de je suis anxieux. Voilà, on n'est pas une émotion, on a de l'anxiété. Donc ça, après, on en parlera un petit peu après. Et toi, comment tu définis l'anxiété? Moi, l'anxiété, pareil, je la définis un peu comme toi. Pour moi, c'est une émotion qui se définit par la peur de ce qui peut se passer dans le futur, proche ou lointaine. Elle cause des difficultés à se concentrer, de l'irritabilité et de l'anticipation négative sur certains événements. Mais elle peut également être dirigée par des événements qui ont été passés et qu'on projette dans le futur. Par exemple, on rencontre pour la première fois des beaux-parents lors d'une première relation, ça se passe extrêmement mal. Et étant donné que ça s'est mal passé la première fois, on projette potentiellement que ça puisse mal se repasser dans le futur et venir créer cet état d'anxiété. Euh, et je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, comment ça se décrit enfin, comment ça se manifeste en tout cas dans le corps, par des bouffées de chaleur et la transpiration, le rythme cardiaque qui s'accélère, les mains moites, de la tension musculaire. Ça peut même aller jusqu'au trouble du sommeil pour certaines personnes. Et ça, ce sont des signes qu'on qu'on est dans un état anxieux, comme tu disais. Qu'on n'est pas anxieux, c'est pas un état d'être, c'est pas, on n'est pas anxieux, c'est un état anxieux. Et pour moi, c'est important de les identifier en tout cas. Oui, complètement. Et c'est vrai que les sensations physiques sont assez, on va dire, importantes. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment, c'est à la fois lié, c'est proche du stress, mais avec une autre dimension. Et surtout qui peut amener après, si on va dans l'extrême extrême, comme tu disais, troubles de sommeil, attaque de panique, crise d'angoisse. Enfin là, bon, là, on est sur le trouble anxieux et plus vraiment sur une situation avec de l'anxiété. Mais effectivement, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent être assez variés et importants. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que tu verrais de positif derrière l'anxiété et de négatif? Alors moi, derrière l'anxiété en positif, j'ai distingué quatre points. Tu me diras après ton avis si tu es d'accord ou pas et même en rajouter. Pour moi, c'est un signal d'alerte. Ça prévient d'un danger ou d'un risque potentiel. Ça peut être un moteur de préparation et d'anticipation. Anticiper le futur permet de se préparer, de travailler, d'analyser, de prévoir. Donc ça peut être un stress qui est plutôt positif dans ce cas-là. C'est un indicateur de ce qui compte pour soi. On est souvent anxieux
de ce qui est important pour nous dans le futur. Par exemple, si on a un besoin d'avoir de l'argent et que dans le futur on peut projeter qu'on n'en aura pas, ça va nous créer de l'anxiété. Donc on va trouver des stratégies pour gagner de l'argent. Je prends l'exemple de l'argent, mais c'est valable dans d'autres domaines de vie aussi. Et c'est un déclencheur de réflexion et d'action. On cherche à mieux s'organiser pour être mieux sécurisé. Et, euh, et toi, du coup, par rapport à ce que je viens de partager, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu auras envie de rajouter, ou au contraire, peut-être des points sur lesquels t'es pas d'accord? Bah écoute, si, pour moi, il y a beaucoup de points sur lesquels, enfin, je suis quasiment tout d'accord, hein, d'ailleurs. C'est vraiment effectivement un indicateur voilà, qui est important, et tu le disais sur l'importance qu'il peut y avoir d'une situation, à la fois sur et je dirais oui, sur vraiment le résultat de ça, de ce qui peut se passer, avec un aspect effectivement, alors contrôle dans le bon sens du terme, où ça va être vraiment la préparation pour se dire, tiens, si, et s'il se passe quelque chose, ben, j'ai ça. Donc en fait, c'est un petit peu, je prépare un plan A, un plan B, peut-être un plan C. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qui est bien. Et souvent, il y a une préparation voilà, à des événements ou à des choses qui peuvent être, qui peuvent bouger, qui est plus importante de par une personne qui va se projeter dans un, on va dire, futur anxieux, entre guillemets. Et effectivement, il y a vraiment ce côté, bah, ça mobilise finalement une dose de stress, donc de cortisol, qui peut amener à mieux se concentrer, à être plus focus, à vraiment pouvoir ouais, préparer les événements au mieux. Donc en fait, ça, c'est ouais, c'est vraiment l'aspect positif pour résumer, tu vois, et à la limite pousser encore ce que tu disais. Après, c'est vrai que il y a aussi l'aspect négatif, qui est souvent plus vu d'ailleurs dans l'anxiété que, que l'aspect positif. Dernière chose positive, je dirais que oui, effectivement, derrière l'anxiété, il peut y avoir aussi un autre message lié à d'autres émotions qui, elles, n'ont pu ne pas être écoutées. Et des fois, ça peut arriver que les personnes soient plus sensibles à une émotion qu'une autre. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est intéressant en tout cas de pouvoir aller creuser derrière cette anxiété-là pour vraiment voir ce qui se cache derrière, parce qu'il y a un vrai besoin. Donc, enfin, comme toute émotion, elles sont positives parce qu'elles ont des messages utiles à nous donner, quoi. Ok, je te remercie. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, quel exemple d'émotion tu pourrais nous partager? Tu parles en lien avec l'anxiété ou même autre? En lien avec l'anxiété, tout à fait, ouais. Ouais, en lien avec l'anxiété. Bah, ça peut être des émotions. Alors, dans le coaching, on appelle ça des émotions raquettes, c'est-à-dire que c'est des émotions qui prennent le relais d'autres émotions et souvent alors, qu'on va pas assumer, c'est pas forcément le terme, mais qu'on va pas tolérer. Voilà, quelqu'un, on lui a dit dès qu'il est petit, dès qu'il avait des crises de pleurs, doucement, ne mets pas en colère, etc., va beaucoup plus s'étouffer. Et naturellement, l'émotion qui peut être liée à la colère va pas forcément s'affirmer. Et si elle ne se fait pas, elle peut se transmuter dans d'autres styles émotionnels qui peuvent être quelqu'un qui du coup va se sentir triste ou anxieux ou avoir peur. Mais effectivement, l'anxiété est majoritairement liée à la peur, mais il peut y avoir une part de tristesse et de colère. Ça peut être aussi en lien avec l'anxiété. C'est pas que la peur, quoi. C'est ça qui est intéressant à explorer. Ok, chouette, je te remercie pour ces précisions. Et quels sont les points négatifs pour toi liés à l'anxiété? Les points négatifs, à mon sens, c'est vraiment, je pense, la paralysie. Et donc, ce que j'appelle, moi, l'évitement. Alors, je l'appelle, c'est ce qui est appelé dans ce domaine psychologique, l'évitement. C'est vraiment de se dire, pour prendre ton exemple de tout à l'heure qui est très parlant, bah, finalement, j'ai déjà eu un souci, ou voire même j'en ai jamais eu avec mes anciens beaux-parents. Je rencontre une nouvelle chérie, et puis là, du coup, bah, j'ai un peu de stress, parce que finalement, et si je m'étouffe avec de l'eau quand je suis au repas, et si je me tâche, et si, voilà. C'est donc toujours assez catastrophique, si vraiment on parle de l'anxiété dans cet aspect-là négatif. Et finalement, bah, je me dis là, je suis pas sûr d'être prêt. Et donc, j'arrête. Je me dis, ce sera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, eh ben finalement, tout revient. Mais du coup, c'est encore un peu plus puissant parce que là, je me dis, ouais, mais je peux plus annuler. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Donc, vraiment, c'est l'aspect à la fois négatif de l'évitement et qui est lié, comme j'ai pu un peu le dire, à beaucoup de rumination sur des choses qui sont pas objectives parce qu'elles sont liées avec notre prisme. Donc, vraiment, ouais, ce côté arrêt, évitement, et je dirais aussi une concentration certainement plus importante, à la fois des sensations et des émotions qu'on peut ressentir désagréables, mais aussi on met beaucoup plus le focus sur ce qui se passe à l'intérieur,
et pas ce qui va se passer à l'extérieur réellement, et ce qui fait que c'est ultra bloquant et que les gens s'auto-sabotent, peuvent se limiter. Voire il y en a certains, après si on va vraiment dans les troubles anxieux, je veux dire, ils peuvent plus faire de choses parce que c'est vraiment l'émotion qui guide et ils sont bloqués. Et voilà, et c'est vrai que pour les personnes qui peuvent se sentir anxieuses et qui nous écoutent ou qui nous voient en vidéo, enfin voilà, c'est pas simplement j'ai pas envie d'y aller parce que il y a du monde, etc. Les gens qui ont des phobies, si on pousse vraiment le trait, c'est que c'est une incapacité. Donc c'est vraiment voilà, intéressant de prendre en compte parce que c'est une émotion assez complexe et qui peut être, comme on l'a dit, très positive, mais qui peut aussi avoir des aspects négatifs très bloquants. Ok, je te remercie. Je vais venir compléter les propos que tu as dit, Hmm. effectivement. Moi, c'est vrai que je vois plusieurs aspects négatifs de l'anxiété. Comme tu disais, il peut y avoir les blocages euh, qui peuvent empêcher d'agir ou de prendre des décisions. Ce que tu disais notamment avec les phobies, c'est pas une peur, c'est vraiment une incapacité à faire quelque chose, dû certainement à quelque chose qui est lié euh, très souvent qui vient de l'enfance et qui après s'est inscrit dans l'inconscient. Donc aller chercher et décrypter ça et pourquoi c'est là. Ça engendre beaucoup de perte d'énergie physique et mentale, l'esprit qui tourne en boucle et qui s'épuise, donc les ruminations dont tu parlais, et ça peut prendre différentes formes. Euh, ça peut, on peut même se dire je suis nul, se répéter des phrases en boucle. Et ces phrases, ce sont pas seulement des mots, en fait, c'est comme une radio qui tourne en tête avec une mauvaise musique et qu'on va venir se répéter de manière inconsciente. Je suis nul, je suis pas capable. Et c'est important de les identifier pour pouvoir sortir de ce schéma et sortir de cette anxiété. Un autre point négatif, c'est la distorsion de la réalité. C'est le fait d'imaginer le pire d'un futur, même sans preuve, d'un futur qui n'existe pas encore. Par exemple, si on prend la peur de mourir demain, qui est une sensation qu'on ne connaît pas, bah, si on a la peur de mourir, on va se faire plein de scénarios en tête de qu'est-ce qui se passe si je meurs, on va avoir des palpitations, on va transpirer, on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère pour une sensation qui est totalement inconnue. Donc c'est important de comprendre pourquoi cette personne a cette peur-là pour venir calmer cette anxiété aussi. Euh, Ce que je disais tout à l'heure dans les symptômes, bah, c'est les tensions physiques et les troubles somatiques, euh, comme évoqué un petit peu plus tôt. Et il peut y avoir aussi une sorte d'isolement et de perte de confiance. Donc j'ai pas confiance en moi ou j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Ça va me créer un état anxieux et je vais psychoter. Dès que je vais rentrer quelque part, je vais dire bah tiens, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et bah, je vais préférer rester chez moi plutôt que de sortir pour essayer de vivre de manière, j'allais dire correcte, il n'y a pas de manière correcte, mais de manière classique, on va dire. Et tu vois, ça me fait penser à effectivement l'aspect très important du contrôle et aussi du besoin de certitude. Et je pense que l'exemple que tu dis est très parlant de se dire, voilà, c'est vraiment la volonté de surcontrôler une situation ou le besoin de certitude, voilà, pour vraiment se rassurer. Et donc, et finalement, comment on ne peut pas se rassurer surtout parce que il y a besoin d'une part d'inconnu. La solution pour un certain nombre de personnes qui peuvent ressentir de l'anxiété, c'est l'évitement, ce qui fait que ça accentue les émotions, les ressentis. Mais ouais, vraiment, ce côté, effectivement, si on pouvait retenir quelque chose, c'est contrôle, certitude. Et le troisième piège, c'est vraiment l'évitement. Et c'est ce qui fait qu'on rentre après dans un cercle vicieux de l'anxiété, quoi. Mhm. Et c'est quoi le fonctionnement de l'anxiété? Comment tu le définirais? Et en gros, alors, comment on pourrait s'en sortir? Moi, le fonctionnement de l'anxiété, c'est quand on cherche le confort à tout prix. Tu vois, je distingue vraiment contrôle et confort. Le contrôle, c'est quand, comme tu disais, on cherche à contrôler tout ce qui se passe autour de nous, les pensées des gens, même nos propres actions. On cherche parfois à avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, au cas où il y a quelque chose qui se passe mal pour éviter cet inconnu. Euh, Moi, dans le confort, c'est vraiment chercher toutes les solutions qui permettent de rester dans ce qu'on connaît déjà et éviter de sortir de sa zone de confort, peu importe le domaine. Donc moi, c'est comme l'anxiété pour moi se définit un peu comme ça. C'est chercher aussi le succès, la réussite, l'approbation des autres, une vie sans conflit, sans avoir de perte ni d'inconvénients. Euh, et comme inconsciemment le cerveau sait que c'est impossible d'avoir une vie qu'avec du confort, qu'avec des avantages, qu'avec des cadeaux, qu'avec des bénéfices, et ben il va venir créer l'exact opposé
Et c'est ça qui va venir créer cet état d'anxiété. Parce que par exemple, quand on veut être en couple et qu'on imagine un couple sans conflit, et bah la seule chose qu'on va attirer, c'est le conflit, parce que c'est que c'est comment dire, comme on n'aime pas ça et qu'on veut pas et qu'on en a peur, et bah le conflit va attirer cet état d'anxiété en fait. Mm. Ouais, mais ça fait penser effectivement à ce besoin d'avoir une vie. Alors, c'est, je pense un peu alors, je sais plus le nom, mais les oscillogrammes avec une courbe Hmm. très plate finalement. Et c'est un peu le souhait d'une personne qui peut avoir de l'anxiété de se dire, ok, ben, finalement tout est plat, comme tu dis, un peu le confort. Mais effectivement, c'est un confort inconfortable. Alors c'est un peu paradoxal dit comme ça, Ah, j'aime mais bien le confort inconfortable, je trouve ça intéressant. c'est vraiment cette situation de se dire finalement, je veux tout maîtriser, je ne bouge pas. Mais au fond, voilà, est-ce que c'est vraiment ça ce que j'ai envie de vivre? Je ne suis pas certain pour beaucoup de personnes qui peuvent ressentir ça. Et l'idée, effectivement, enfin, le confort, il est aussi par des moments d'inconfort. Et comme tu le dis, c'est plus une courbe qui va être sinusoïdale, qui monte et qui descend. Voilà, si on apprécie le beau temps, c'est parce qu'on a eu des temps pluvieux. Et tout, en fait, permet d'avoir des moments qui sont plus cool, on va dire, et des moments moins cool. Mais dans l'idée, effectivement, c'est vraiment de se dire, il vaut mieux avoir, comme on reprend l'exemple des beaux-parents, il vaut mieux avoir ce petit inconfort, ce petit stress de départ, parce qu'on sait que dans la cinquième rencontre, finalement, le niveau de stress, le niveau on va dire, de lâcher prise sera beaucoup plus important. Sauf que s'il n'y a pas eu cette première phase, qui peut être confortable parce qu'on évite un potentiel problème, bah, au cinquième rendez-vous qu'on annule, ça commence à être compliqué. Alors là, on pourrait extrapoler sur comment le prend ma compagne, est-ce qu'elle pense que finalement je ne veux pas m'engager? Enfin, alors qu'au fond, c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'on a peur, on a des peurs, des choses qui nous bloquent. Donc vraiment l'idée, ouais, comme tu dis, c'est vraiment de se dire, je peux avoir des freins, mais finalement je passe quand même à l'action avec, pour aussi les diminuer. Et ça fait partie d'ailleurs des portes de sortie, c'est vraiment ce qu'on appelle l'exposition, c'est de s'exposer dans les situations et sur des toutes petites choses, hein. L'idée, c'est pas de... Demain, je suis habitué à parler devant 10 personnes et je fais une conférence devant 1000 personnes, hein. Moi, personnellement, j'en suis pas capable. Mais c'est d'y aller par palier, voilà, de façon progressive. Alors, je peux y aller, je suis pas sûr du résultat. Et là, du coup, mon anxiété est peut-être bonne parce elle me fait peut-être dire, Thomas, est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir tous les tenants et aboutissants pour le faire, quoi? Un côté, ça peut être un sacré défi aussi de passer de 10 à 1000 d'un coup. Ça peut être un défi, ouais. Après, c'est vraiment propre à chacun. C'est Ah, clair qu'il y en a qui vont pouvoir le faire ou qui ont la volonté de le faire. Mais effectivement, si on vraiment on reste dans ce registre, bah, déjà 10 personnes, c'est un peu impressionnant. Ben, le but, c'est d'y aller étape par étape, de répéter. Et plus on est mis en situation et plus tout ça diminue. Et après, on se dit, bah, franchement, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi. hmm. Et c'est souvent ça. Mm. En tout cas, de ce que je remarque, moi je coach pas trop sur l'anxiété, mais de mon expérience personnelle, j'ai pu être anxieux à certains moments et dire, ah, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? En fait, c'était pas si difficile que ça. Ouais, c'est un peu là, ouais, je te rejoins et ça rebondit, tu vois. J'allais te passer la question sur notre vécu de l'anxiété. Donc, je trouve que le lien se fait très bien. C'est vrai que même moi, je le vois sur des situations que j'ai pu vivre, à se dire, moi, j'étais beaucoup dans l'évitement avant. C'est pour ça que l'anxiété me parle beaucoup parce que c'est un sujet que j'ai déjà vécu et que je trouve très intéressant à pousser parce que moi, je suis vraiment tombé dans tous les pièges de l'anxiété. Ok? Et à un moment donné, c'est vraiment ce sentiment que tu as une zone de confort qui se réduit au fur et à mesure, finalement. Donc c'est terrible parce que tu te dis, mais attends, avant j'étais capable de faire ça, ou j'ai été moins stressé, etc. Mais parce qu'effectivement, j'avais un coup de l'évitement qui fait que bah, ça renforce ma crainte et diminue ma confiance aussi. Et moi, je l'ai vu, effectivement, ça peut être bah, sur mon choix professionnel de devenir coach. En fait, il y a toujours une possibilité qu'il y a un risque et qu'il y a quelque chose. Mais finalement, aujourd'hui, pour vous le dire et avoir fait ce choix-là, c'est vrai que, ok, il y a des prises de risques qui peuvent être financières, qui peuvent être logistiques, et ainsi de suite. Mais je me sens mieux aujourd'hui dans cette prise de risque que si j'étais resté dans ma vie d'avant, pour laquelle j'étais sûr, là, celle-là, j'étais sûr à 100% qu'elle ne me convenait pas. Donc, il y a vraiment un niveau en fait à prendre en compte, de dire ok, j'écoute ce qui se passe. Et je me suis rendu compte aussi que comme j'écoutais pas forcément cette anxiété-là, qu'il y avait aussi du bon, qui voulait me dire écoute Thomas, voilà l'anxiété et ce que je vivais émotionnellement, ça veut dire c'est tu vas pas faire ta retraite dans le même boulot. Enfin en gros c'était ça les projections.
Je veux dire, j'avais besoin de changement. Sauf que quand on n'écoute pas ça, et ben, ça accentue le phénomène. Et donc voilà, le but, c'est vraiment de passer à l'action et de le faire en se disant, bah, j'ai déjà, voilà, j'écoute ce qui est bon pour moi, ce que j'ai envie, j'essaye de faire un petit topo, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est d'initier des premières actions pour justement bah, aller se confronter à ça. Mais dans tous les cas, qu'on se trompe finalement ou qu'on se trompe pas, on a bougé et je pense que c'est ça la clé, quoi. Hmm. Je te remercie pour ton partage d'expérience. Et tu as parlé des pièges de l'anxiété. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus et nous décrire les différents pièges que toi tu connais ou que tu vois en tant que coach que tu vois chez tes clients? Alors, je les connais et parce que je les ai vécus et effectivement, je peux les voir avec des clients. Ben, le premier piège, c'est souvent l'évitement. C'est celui qui est Ok. le plus important, à mon sens, parce qu'effectivement, alors ça peut arriver, bien évidemment. L'idée, c'est pas de se dire, bah, j'évite une situation, je me sentais un peu fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le mot fatigue? Après, voilà, c'est toujours voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est vraiment de la fatigue physique? Mais le but, c'est quand même d'être écologique avec soi. Et moi, ça m'arrive des moments où je me dis, tiens, est-ce que j'ai évité cette situation parce que j'en avais peur ou parce que j'étais fatigué? Et là, effectivement, quand je me dis, ouais, bah, je sens que j'ai pas les capacités, parce qu'effectivement, dans les situations où on peut avoir peur, il y a quand même des ressources à mobiliser, c'est OK aussi. Mais par contre, ce qui est le piège vraiment, c'est quand c'est répété et que finalement on se rend compte que on évite plein de situations et que c'est plus par peur et que ça s'accentue. Et c'est là où vraiment c'est important, je pense, d'aller voir ce qui se passe. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent être totalement bloquées. Alors, comme tu disais, soit une situation qui s'est passée et pas très à l'aise, et donc du coup, je ne le refais plus. Et donc, le cerveau, il a compris situation similaire égale danger. Je prends l'exemple de personnes, ça je l'ai vu beaucoup, hein, qui ont du mal en tant qu'entrepreneur, va dire, se pitcher ou exposer ce qu'elles font. Moi, je vous le dis, ça me fait peur aussi, hein. Enfin, et pourtant, je l'ai fait maintenant 10, 15 fois, 20 fois. Enfin, mais effectivement, bah, suivant le nombre de personnes, il y a différents indicateurs. D'ailleurs, ça, c'est marrant de comprendre qu'est-ce qui fait vraiment peur Hmm. derrière. Mais oui, c'est vraiment l'évitement qui fait que ça renforce et qui crée la rumination. Voilà, tout ce qui ne passe pas à l'action, en fait, crée la rumination. Ça, c'est important de prendre en compte. Et effectivement, après, les deux autres pièges, mais qui seront plus rapides que pour moi, l'évitement, c'est toujours ce besoin de contrôle. Souvent, il y a un aspect très contrôleur. Alors, ça peut être du contrôle de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi ce qui se passe intérieurement. Et c'est vrai que, comme je le disais au début, euh, tu vois, la personne anxieuse, si une journée, elle ressent pas de stress, etc., elle va se dire c'est une bonne journée. Si elle ressent quelque chose, elle va se dire ah, j'ai pas passé une bonne journée. Et ça, c'est très problématique parce qu'effectivement, ça influe sur la dimension, l'état d'esprit de la personne. Même si elle passe une super journée, qu'elle va avoir des amis, ça va influer sur son humeur à la fin. Donc c'est vraiment ce côté, ok, j'accepte ce qui se passe en moi et c'est ok. Il y a des jours où on est stressé, des jours où on est fatigué, en colère, anxieux et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et après, oui, le besoin de certitude et que malheureusement négatif, c'est le dernier piège, c'est ce côté euh, et si, et souvent c'est et si ça ne fonctionnait pas, et quand on inverse la question, oui, ok, et si ça fonctionnait, comment ça se passerait? Et c'est là où on voit que c'est toujours besoin de certitude, mais sur un aspect qui va être plus négatif que positif, et c'est ce qu'on travaille d'ailleurs dans le coaching, comme tu disais, pour vraiment recalibrer un peu ces distorsions cognitives de, ok, il y a pas que du noir non plus, ou du négatif derrière ça, quoi. Hmm. Je te remercie pour l'explication de ces pièges. Hyper intéressant. Et j'ai envie de rajouter un petit point par-dessus, c'est souvent, moi, ce que j'ai remarqué, enfin, et avec ce que j'ai lu aussi et appris, c'est que c'est souvent l'amygdale qui vient déclencher cette anxiété. L'amygdale, en fait, qui cherche à nous protéger, qui est là depuis qu'on existe en tant que qu'homme, où à l'époque, c'était un signal pour nous protéger quand il y avait un lion, un lion, pardon, en face de nous. Mm. Alors que là, finalement, il y a plus cet animal, mais on a quand même cette amygdale qui vient déclencher cette anxiété. Donc en fait, c'est finalement reprogrammer en quelque sorte cette amygdale pour lui faire comprendre que quand on parle devant 10 personnes, bah c'est pas le même danger que quand on se retrouve face à un lion dans la savane. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que c'est très juste d'en parler. C'est parce que c'est une dimension. Alors, je suis pas
expert dans le cerveau. Donc, mais je pense qu'il y a une dimension un peu reptilienne. Hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, alors pour prendre ton exemple, ça me fait penser, je vous le partage pour la petite blague, le seul lion qu'on croise, c'est sa belle-mère, mais ce qu'elle est signe astrologique lion. Voilà, mais ce sera pas le même lion. Mais effectivement, l'amygdale, elle calibre de la même façon. En fait, il faut s'imaginer qu'effectivement, ça permet de nous protéger d'un danger dont nous, on n'aurait pas encore conscience. Et le temps de réaction, je le regardais, c'est 5 à 7 fois plus rapide qu'un clin d'œil. Donc voilà, c'est du milliseconde. Et vraiment, l'idée, c'est, pour donner un exemple concret, je vais me balader en forêt, je marche sur un chemin, et à un moment donné, je regarde mes pieds et je vois un truc en forme de S. Eh ben, je saute direct, voilà. J'ai cette réaction de ah, attention, alors je fuis, je combats ou je freeze. Après, il y a différentes méthodologies, mais l'idée, c'est vraiment, il y a une action automatique et j'ai pas rationalisé finalement en disant ah, bah, je reste plus près. En fait, mince, c'était un bâton qui était en forme de S et c'est pas un serpent. Et ça, enfin voilà, il y a vraiment une différence entre ce côté amygdale qui est là pour nous protéger et heureusement qu'elle est là. Hmm. Sinon, aujourd'hui, on serait pas là, hein, voilà, Ok. clairement. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça a été utile un temps et ça ne l'est plus forcément aujourd'hui. C'est comme certains schémas de pensée qu'on peut avoir. Euh, on pensait que c'était vrai un temps et c'est plus forcément vrai à l'heure actuelle et pour la personne qu'on a envie de devenir dans le futur. Oui, tout à fait, ouais. Et pourtant, c'est le même fonctionnement. Et ce qui Hmm. fait qu'effectivement, bah, c'est pour ça que ça peut être problématique. Alors, c'est vrai que nous, et moi plus spécifiquement en tant que coach, je travaille pas l'amidal parce que là, on est sur un travail qui est là, plus de la thérapie et qui est vraiment plus, à mon sens, plus lié aux troubles anxieux, aux phobies, aux choses comme ça. Mais c'est le même fonctionnement. Dès qu'on ressent un stress, ça se présenter devant un public, etc. C'est le même fonctionnement et forcément, c'est ce qui est important. Et nous, c'est vraiment notre acte, enfin notre action en tout cas dans le coaching, c'est en se disant bah, quel comportement j'adopte pour faire comprendre finalement à mes émotions, à mon corps et aussi à mon cerveau qu'il n'y a pas de danger, que je peux y aller. Et c'est vrai que bah, du coup, l'évitement renforce ce côté, si j'ai évité, c'est qu'il y a danger. Donc en fait, c'est là après le cercle vicieux et finalement. Plutôt quelqu'un qui se dirait, ok, j'ai un peu peur, allez, j'y vais. Et ben, si elle l'évite pendant 10 fois, après, c'est là, on est hyper bloqué, parce que le jour où on est obligé de le faire, et ben, on est en incapacité, et on perd le contrôle, et donc, voilà, on revient à tout ce qu'on a dit au niveau des pièges, quoi. Ouais, c'est très intéressant les pièges que tu partages et justement moi l'anecdote que j'ai par rapport à l'anxiété c'est cette semaine j'ai organisé mon premier webinaire devant des personnes en visio. C'était la première fois que je faisais ça et je ressentais cet état de d'anxiété, le cœur qui s'accélère, le stress, les mains moites, la transpiration. Et en fait je me suis dit j'ai hésité à l'annuler et en fait je me suis dit non, je vais pas le faire parce que j'ai déjà été capable de parler devant 10 personnes, pas forcément dans le même contexte. C'était plus pour faire l'idiot en soirée, faire rigoler les personnes autour de moi. Mais je me suis dit, j'ai déjà parlé devant 10 personnes, alors physiquement, avec peut-être même avec des personnes que je connaissais pas, mais en tout cas c'était pour faire rire. Et je me suis dit, comment cette compétence, je peux la faire valoir de manière transversale dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, dans le webinaire que je veux présenter. Et en fait, ça m'a détendu. Je me dis, bah, si je l'ai fait sur un aspect purement rigolade, bah, je peux le faire sur un aspect plus sérieux. En fait, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime. Donc c'est comme faire rigoler les gens, moi j'aime bien ça. C'est finalement, ouais, comment je l'adapte à ce que je fais, à ce que j'aime. Et parler en visio, bah, c'est peut-être même encore. Enfin, pour moi, je me suis dit c'est plus simple que de parler en vrai parce que j'ai pas les gens physiquement. C'est-à-dire que si à un moment j'ai envie de boire un coup, je coupe la caméra, je coupe le son, personne ne me voit et il y a pas cette notion ou en tout cas, moins cette notion de jugement une fois que la caméra est coupée. Donc, c'est vrai que se dire, j'ai déjà fait telle action dans le passé dans un autre contexte peut aider à se dire, bah tiens, comment moi je mets ça en place dans l'action que je veux faire aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait la même, même si elle est un petit peu différente, et se dire, je l'ai déjà fait sous une certaine forme, je suis capable de le faire sous une autre forme différente. Ouais, c'est intéressant et merci pour ton partage, parce qu'effectivement, c'est encore plus parlant. Et tu vois, donc là, c'est ma casquette de coach. Bah, tu t'es auto-coaché dans le sens où tu as retrouvé des ressources que tu as déjà eues et que tu as déjà faites. Et souvent, on a des ressources insoupçonnées ou qu'on met sous le tapis, on les,
c'est pas qu'on les dévalorise, mais on les sous-exploite. Mm. Et ça, c'est ce que j'entends, c'est ce côté, bah, en fait, finalement, j'ai une situation qui me stresse, bah, plutôt que de se focaliser sur bah, qu'est-ce qui est le pire, bah, quelles sont aussi les ressources que tu peux apporter. Et voilà, et en fait, tu as pu bah, dédramatiser finalement la situation. Et ce qui est important, effectivement, c'est ce que je pense, mais tu me le confirmeras, bah, tu es quand même allé, même avec ça. Et j'imagine que t'en retires quelque chose à la fin, bah, une émotion qui doit être autre que le stress. Ah oui, énorme fierté de l'avoir fait, grosse satisfaction. Et en fait, quand je suis sorti, j'ai eu énormément de gratitude pour les personnes qui avaient répondu présent à ce webinaire, parce que j'ai eu des petits soucis techniques et tout. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce que le webinaire était sur le terme du perfectionnisme. Donc j'avais partagé D'accord. deux clés pour lâcher la perfection et être dans l'imperfection. Et mon intention de départ quand je suis arrivé, c'était ce webinaire, enfin je veux que cette visio qui va durer 1h45, 2 heures, je veux qu'elle soit imparfaite. Donc c'était déjà mon intention de base. Je me suis dit, je veux qu'il y ait des soucis techniques, comme ça je vais apprendre à gérer. Et en fait, j'en ressors avec énormément de gratitude aussi, bah, d'avoir osé, de pas l'avoir annulé, de l'avoir fait, d'avoir eu ces soucis techniques. Ça m'a appris à gérer tout ça. Parler, changer les slides, répondre aux questions, faire attention au chat, euh, envoyer les personnes en sous-groupe par rapport à ce que j'avais prévu. Donc ouais, franchement, je suis content de l'avoir fait. Tu vois, je suis content d'être allé au bout de l'idée. Et quand je suis ressorti, j'avais qu'une envie, c'était d'en faire encore, c'était d'en faire un autre finalement. Ouais, d'accord. Ouais, c'était d'en faire un autre, de prévoir et de dire bah je l'ai fait une fois, je suis capable de le refaire en fait. Mm. Et, euh, et peut-être avec plus de monde ou avec moins de monde, peu importe. Mais le fait de l'avoir fait une fois, c'est comme si j'avais mis la première sur la voiture en fait. Comme si j'avais enclenché la voie et que j'avais plus qu'à y aller maintenant. Ouais, 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 mais je vois tout à fait. Et puis, vraiment, dans le cheminement, c'est vraiment ce côté, le point de bascule qui fait Mm. que bah, on est dans l'évitement. C'est le avant, tu vois, 30, 1 heure, je sais pas combien de temps avant, mais et si j'annulais, et puis si. Puis je dis, au pire, je dis que j'ai un souci de je sais pas quoi, et puis. Alors, ça t'aurait fait du bien sur le moment, mais après, le lendemain, le surlendemain, enfin. Et cet exemple J'aurais est très parlant. j'aurais regretté, mais c'est sûr et certain. Ouais. J'aurais regretté et je m'en serais voulu de pas être allé au bout de l'idée. Donc non, je suis content d'avoir fait ça jusqu'au bout en fait. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Et tu vois, ce que je rajouterais effectivement, parce que voilà, finalement, on peut en tirer déjà pas mal de conseils de ce que tu as dit là, parce que tu as vraiment exposé la situation de A à Z, et aussi sur le ressenti positif après qui est démultiplié. Mais il y a vraiment ce côté, effectivement, pour se dire, est-ce que j'ai peur, est-ce que c'est pertinent pour moi? C'est, voilà, si j'avais pas cette anxiété, cette pensée ou cette peur, qu'est-ce que je ferais? Moi, c'est une question que je me suis souvent posée, notamment pour changer professionnellement. Bah, je disais, voilà, je tente de faire ça. Je tente de devenir coach professionnel, ça me plaît. Je sais pas la finalité du métier. Voilà, j'avais une vision de ce que c'était, mais sans pratiquer, c'est compliqué. C'est vraiment ça qui est important de se dire, si j'ai pas ça et que j'ai envie d'y aller, eh ben, faut foncer. C'est Hmm. facile à dire, mais effectivement, faut oser, ne pas hésiter à tester, même petit, mais surtout ne pas rester à la même place parce que ça ne s'accentuera pas dans le bon sens si on reste sur quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on se permet pas, quoi. Je te rejoins et effectivement, j'apporterai une précision, c'est que si on reste sur quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, on va se sentir tiraillé à l'intérieur, avec plusieurs parts de nous, celle qui veut bouger, celle qui veut changer, Mm. mais qui en même temps a peur de l'inconnu, qui peut créer cette forme d'anxiété, cette part d'état d'anxiété que tu disais, et cette part qui veut nous protéger, qui veut rester au même endroit, mais qui va créer une autre forme d'anxiété, de dire bon bah je suis pas heureux, donc en final il y a deux états d'anxiété qui peuvent se créer, et reste à savoir laquelle en fait, laquelle des deux parts on préfère choisir, aller vers quelque chose qui nous inspire, qui nous fait vibrer de l'intérieur, mais qui nous fait peur et peut créer cet état d'anxiété, de peur du futur, de quelque chose qu'on connaît pas, ou si on reste dans cet état d'anxiété du présent euh, pour quelque chose qui nous fait pas vibrer, mais comme on connaît, bah on reste, ce que je disais tout à l'heure, dans ce confort, et après ce que tu as rajouté, dans ce confort inconfortable, Mm. finalement. Ouais, c'est complètement ça. Bah alors, t'as décrit ma situation de l'époque. C'était comme ça. C'est vraiment. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, mais bah, plutôt que de rien faire. Enfin, de toute façon, je suis dans un inconfort, donc autant que j'aille en avant, que je reste dans une situation où je suis pas bien, quoi. Et Mm. enfin, moi, ça a été un des déclics d'ailleurs, qui a été assez marquant pour moi. Mais oui, je trouve que c'est très très clair et c'est ça, en fait. C'est vraiment. Et après, comme tu disais, ces deux anxiétés, tu sais plus. Enfin, là, le message de base se noie, parce qu'effectivement, ça rajoute une surcouche.
Et donc là, c'est là où c'est compliqué et plus ça traîne et plus ça peut amener effectivement à des troubles anxieux. Euh, alors, ce ne sera pas le but de cet échange-là, parce que là, on est sur des choses encore plus poussées, hein. C'est vrai que Ouais. on en avait discuté avant l'épisode, finalement, à la fois, en creusant l'anxiété, c'est un puits sans fond, finalement, il y a énormément de choses à porter dessus. Complètement. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, j'y vais avec, et c'est ce qui désamorce complètement, d'ailleurs, l'anxiété, quoi. Top. Je te remercie pour les précisions que tu viens d'apporter. Et toi, comment tu coaches quelqu'un qui a de l'anxiété? C'est quoi les questions que tu poses à quelqu'un, à un client que tu peux avoir? Alors, cette première question que je disais tout à l'heure sur le fait de, OK, si j'avais pas cette peur, cette anxiété, cette pensée, après, bien évidemment, on adapte en tant que coach en fonction du langage du client, mais c'est déjà voir voilà, l'envie profonde, finalement, qu'est-ce qui se passe, en quoi c'est important pour la personne. Ça peut être aussi ça, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a des histoires d'enjeux et des personnes, alors là, je le vois sur des aspects anxiété, notamment de performance vont être des personnes qui vont être très exigeantes avec elles-mêmes. Donc en fait, c'est des super valeurs et super qualités d'être consciencieux, d'avoir du travail bien fait, etc. Mais ça va être la performance, mais on veut tellement performant qu'on se sabote. Hmm. Et finalement, c'est terrible. Donc oui, allez voir après l'aspect, comme je disais, alors valeur, pour ceux qui ne seraient pas dans le coaching, c'est creuser ce qui est important pour chacun. C'est ce qu'on met derrière le mot valeur pour les coachs et de voir le bénéfice de ça. Parce qu'il y en a toujours un, qu'on passe à l'action, qu'on passe pas à l'action. C'est d'aller creuser ça et de se dire, OK, finalement, je sais que j'ai un bénéfice qui est celui bah voilà, qui peut décrire, comme tu disais, le confort. Comment je peux y aller avec du confort, par exemple, si c'était ça. Et ton exemple sur le webinaire que tu as mené était très parlant en disant, bah, finalement, OK, bah, si je sens que je suis pas bien, je peux couper ma caméra, je peux boire un coup d'eau, je peux dire on fait une petite pause de 10 minutes. C'est moi qui fais la visio, donc voilà. Et ça, c'est important effectivement parce que il y a un bénéfice à avoir ce comportement-là et ce qui se passe. Et si on l'enlève, bah, il y a quand même aussi bah, un besoin, il y a quelque chose qui manque. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, qui est important dans cette situation qui me bloque et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et si on peut allier les deux, c'est ce qu'on va essayer de travailler, bah, ça permet d'avancer vraiment pour aller plus loin. Et une dernière question, après, effectivement, je pense au niveau de l'anxiété, ce qui est important, notamment quand on est très dans la rumination, c'est d'aller très questionner aussi ce qui se passe dans le corps. Et là, on peut creuser sur, voilà, c'est quoi le ressenti? On peut imaginer, moi j'aime bien les couleurs, la définition des couleurs en fonction de ce qui se passe. Donc c'est assez large, mais c'est vraiment des questions qui permettent d'identifier plus clairement ce qui se passe et l'intérêt de faire tel ou tel comportement. Ok. Et toi, Stéphane, si tu as des questions à nous partager, hein. Ouais, alors moi, je demande à la personne quelle est la plus grande peur qu'elle a vis-à-vis du futur pour comprendre ce qui vient créer cette anxiété. Puis après, je demande, comme tu disais, les émotions, les sensations, les pensées, les perceptions qu'elle peut avoir. Euh, Ensuite, je vais demander un exemple, parce que moi, j'aime bien aller travailler sur un exemple du passé, par exemple, où elle a ressenti cette peur, où elle est, quand elle est, avec qui, le contexte, pour essayer d'avoir un maximum de détails, ralentir le film de l'exemple, un peu comme dans un film qu'on met en vitesse réduite, et essayer d'aller trouver le moment précis où il y a ce pic émotionnel qui est là, euh, et comprendre pourquoi il est là. Et après, comme ce que tu disais, effectivement, il y a le bénéfice à changer, il y a les bénéfices à pas changer, il y a les inconvénients à changer, les inconvénients à pas changer. Donc c'est important de pouvoir aller équilibrer tout ça, parce que si on ne veut pas changer, c'est qu'inconsciemment, bah, on a quelque chose à perdre, à changer, à gagner, à rester dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et après, j'irai chercher le pire du pire du pire du pire du pire qui peut arriver si la peur du futur se réalise. Et une fois qu'on a la peur la plus importante, aller voir les bénéfices de cette peur si elle arrive en fait. Euh, Par exemple, ça peut être un dirigeant d'entreprise. Sa plus grande peur, ça peut être faire faillite. Bah, c'est quoi les bénéfices s'il fait faillite? Ça peut être recommencer un nouveau business, ça peut être, je sais pas, il peut y avoir plein d'exemples, repasser du temps avec sa famille si c'est important pour lui, s'associer avec quelqu'un et créer une entreprise à deux, trois, quatre personnes si c'est important pour lui. Donc, c'est aller voir en fait pour faire baisser cette pression en soi, aller voir ce qui se cache derrière de peut-être le cadeau que la personne n'avait pas vu, ou si on n'aime pas le mot cadeau, les bénéfices, les avantages que ça arrive en fait.
Bah oui, oui, puis tu le dis, c'est vrai que cet aspect d'enjeu aussi est important à diminuer. Hmm. Et effectivement, en fait, plus c'est clair, moi du coup j'appelle ça, mais c'est la même chose, hein, c'est le scénario du pire, c'est d'aller explorer le pire du pire, parce qu'on se rend compte que finalement on a toujours des solutions, des ressources, hein, et voilà. Alors c'est pas forcément agréable émotionnellement d'aller explorer, surtout comme tu le disais, avec des contextes bien précis, mais ça a beaucoup plus de puissance parce qu'effectivement ça permet vraiment de pouvoir sortir ce qui se passe aussi émotionnellement, et comme on est aussi très lié, forcément, c'est toute notre vie, les émotions. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser ça pour sortir ce qu'il y a et comprendre, finalement, comme tu disais, ce qu'il y a derrière le pire, le bénéfice ou les inconvénients, quoi. Hmm. Complètement. Et je rajouterai un point important sur ce que tu disais, c'est de reprendre le pouvoir sur la situation. Voir dans ce qu'on veut faire, dans les actions qu'on veut mettre en place vis-à-vis de l'anxiété, euh, qu'est-ce qui est en notre pouvoir là-dedans, en fait? Pour vraiment que ce soit quelque chose de conscient qui soit mis en place et pas d'inconscient ou ne pas laisser l'inconscient reprendre le dessus. Tu vois, si je dois reprendre mon exemple du webinaire que j'ai organisé, qu'est-ce qui était en mon pouvoir dans cette situation au cas où j'avais cette peur et ce stress? Enfin, j'ai eu plusieurs solutions, comme j'ai dit, il y avait couper la caméra, boire un coup d'eau, ça pouvait être respirer, ça pouvait être partagé, bah écoutez, là c'est mon premier webinaire, je vous remercie d'être là, donc et ce que j'ai fait d'ailleurs ce sera imparfait, donc ce sera comme ce sera finalement. Et pendant, ça peut être, j'ai besoin de, tu l'as très bien dit, j'ai besoin de faire une petite pause, je vais respirer, faire respirer les autres aussi. Donc c'est voir ce qu'on peut mettre en place, les stratégies en amont pour anticiper et ce qu'on expliquait finalement au début, hein. Voir les explorer, anticiper, se préparer. Mais toujours reprendre le pouvoir, ça c'est vraiment une notion importante. Reprendre le pouvoir sur ce qu'on fait, sur la manière d'agir, sur la manière dont on pense. Oui, 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 mais c'est essentiel. Et effectivement, du coup, ça me fait penser à cette idée, notamment des personnes qui ruminent en se disant, bah oui, mais je suis pas responsable, je rumine. Alors oui, certes, on a tous des pensées, on ne contrôle pas les pensées, c'est sûr, mais on contrôle l'importance qu'on peut mettre sur ça. Et effectivement, quand on met une importance trop importante sur tout ça, on est aussi responsable de l'intention, de l'action qu'on met. Enfin, c'est important d'ailleurs d'avoir cette part de responsabilité, parce que vraiment, alors là, c'est pas lié à, on va dire même à l'anxiété, mais c'est de se trouver dans une posture, tu vois, qui peut être un peu plus de victime. Hmm, C'est toujours le reste ou l'entourage ou les émotions. Et en fait, ça aide pas du tout à reprendre le pouvoir. Je pense que c'est vraiment le mot qui serait de la fin pour l'anxiété. C'est vraiment reprenez le pouvoir sur ça parce que voilà, elle n'a pas raison déjà d'une, et de deux, effectivement, c'est en reprenant le pouvoir que vous allez confirmer qu'elle a mis des lunettes déformantes, quoi. hmm. J'aime bien cette expression des lunettes déformantes, sachant qu'on a tous les deux des lunettes en plus. Euh, C'est ça. j'espère qu'elles déforment pas trop notre vision, parce que sinon on est, va falloir En qu'on tout les cas, on change le sait rapidement. pas. Je te remercie pour toutes ces précisions. Est-ce que tu aurais une ressource à partager aux personnes qui nous écoutent par rapport à l'anxiété et nous expliquer ce que c'est et comment ces personnes-là pourraient la mettre en place dans leur quotidien? Ouais, complètement. Je vais vous partager du coup en lien une ressource en fait alors c'est un tableau, à la base c'est un tableau de psychologie qui s'appelle le tableau de Beck. Alors ça parlera peut-être pas à grand monde. L'idée en fait c'est de pouvoir poser à plat. Donc il y a une version directement qui est en digital sur un Notion. Moi personnellement je l'avais utilisé de cette manière-là parce que c'était pour avoir mon téléphone sur moi quand j'avais des situations pour pouvoir tout noter. Mais par contre, effectivement, ça peut aussi s'utiliser sur un aspect papier. Donc, j'ai fait une version imprimable que vous trouvez dessus. Et l'idée, c'est de noter à la fois qu'est-ce qui déclenche pour clarifier en fait ce qui se passe, noter bah, ce qu'on se dit de façon un petit peu automatique, les pensées, identifier l'émotion et le ressenti. Bon, l'idée, que ce soit pas que ce soit parfait, hein, mais c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. Et aussi, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte. Hmm. Et il y a une phase après on va dire de pré-coaching où là, ça va être en gros ce qu'on appelle des questions de recadrage, où ça va être de se dire bah, objectivement, voilà, si un ami m'avait dit ça, qu'est-ce que je lui conseillerais? Est-ce que je m'en vais m'en souvenir dans 5 ou 10 ans? C'est vraiment pour aussi bah, comprendre que ça peut être important, comme souvent, c'est pas forcément dramatique. Et en fait, donc c'est un travail qui permet vraiment en 15 minutes, quand on le fait et qu'on prend l'habitude, de pouvoir apaiser à la fois ce qui se passe en soi, son mental, ses émotions,
et à terme d'identifier, on va dire, les schémas récurrents de pensée qui peuvent être un peu les mêmes. Ok. Euh, voilà. Donc ça demande un peu d'action, parce qu'il faut, c'est comme tout, hein, voilà. Hmm. Si on procrastine dessus, ça fonctionne moins bien. Mais c'est vraiment, voilà, pour l'avoir fait à titre personnel, moi, c'est vrai que à des moments quand je peux pas exprimer ce que je ressens, parce que on vit des émotions dans différents endroits, c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir se libérer et déposer, en fait, ce qu'on peut avoir dans la tête ou ce qu'on peut ressentir, et c'est très efficace. Ok. Top, je te remercie de partager cette ressource. J'espère qu'elle servira aux personnes qui nous écoutent. On arrive sur la fin de cet épisode. Merci Thomas d'avoir été présent aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast et à nous mettre dans les commentaires si vous avez des sujets d'épisodes que vous aimeriez qu'on aborde par la suite. Peu importe ce que c'est, on regardera ça avec grand plaisir. On sélectionnera les thèmes qui reviennent le plus souvent. Mettez une note également sur Spotify. Ça va nous aider à le faire, à nous faire connaître et à faire décoller le podcast. Merci beaucoup Thomas. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup Stéphane, c'était À la très prochaine. cool et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.